Pour nous jeunes qui ne militions jamais, qui n'avons jamais milité dans un parti politique, force est de constater que grâce à son entrée dans l'arène politique, il nous donne espoir. Bon nombre d'Ivoiriens n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à vous. Président, je n'ai jamais été dans un meeting politique. Je ne vous ai jamais rencontré, même ici à Abidjan. Mais par votre stature, j'ai la ferme conviction que vous n'êtes pas un entrepreneur politique. J'ai la ferme conviction que vous êtes un homme d'État, que vous en avez la stature. Et, Président, vous n'avez pas le droit de laisser la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de laisser la Côte d'Ivoire. En pareille situation, on a l'impression que nous sommes à genoux. La Côte d'Ivoire ne fait plus rêver. Sincèrement, les gens me connaissent sur TikTok. Président, restez droit dans vos bottes. Les alliances, on n'en a pas véritablement besoin. On nous a servi de toutes les couleurs sur les 30 dernières années. Ça ne nous a rien apporté. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent au PDCI, etc. Désolé, je ne veux pas jeter l'opprobre sur le PDCI, etc. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais si aujourd'hui, les jeunes sont réticents à la politique, c'est parce que nous avons marre, en réalité, des alliances politiques. La seule alliance qui vaille la peine, c'est l'alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est l'alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, plus que jamais, Président, je le dis, la théorie du serpent dans le pantalon doit être mise en réalité. Non, je le dis clairement, je l'assume. Parce qu'à vouloir plaire à n'importe, on va dire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui. À marcher avec tout le monde, on marche avec n'importe qui et n'importe quoi nous arrive. Président, on vous soutient. Okay. Et puis, vraiment bon courage. Okay. De grâce, ne laissez pas la Côte d'Ivoire tomber. C'est tout ce que je voulais dire. Ne laissez pas la Côte d'Ivoire tomber. Merci. Voilà. Merci, Président. Merci. Merci, le Président, vous souhaitez intervenir? Oui, je veux dire quelques mots. Merci pour la sincérité de votre propos. Peut-être vous avez vu, mais par moments, j'étais très ému en vous écoutant. Et je suis même encore ému parce que je vous assure, il n'y a pas un seul, ça va peut-être choquer, mais ça m'est égal. Il n'y a pas un seul os dans mon corps, un truc qui se couchait en disant il faut que je sois président de la République. Je peux presque dire que ça m'est égal. Et que vraiment, si ça marchait bien en Côte d'Ivoire, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de désir particulier d'être chef de l'État. J'ai rencontré tous les présidents américains vivants. Et les fonctions que j'ai occupées quand j'allais dans un pays, j'étais reçu par le chef de l'État. J'ai aucun désir dans mon corps d'occuper telle ou telle fonction. Ce que je vois, c'est le peuple ivoirien. Peut-être un jour, j'arriverai à vous convaincre là-dessus. Mon absence est la mesure de mon amour pour le peuple ivoirien. Je vous assure. Si je n'aimais pas le peuple ivoirien, je serais revenu depuis longtemps et j'aurais pris n'importe quel poste. Ce n'est pas les offres qui auraient manqué. C'est par rigueur morale que je n'ai pas fait d'arrangement et que je ne suis pas venu. Et que je suis venu uniquement à un moment où vraiment j'avais une chance d'accéder à la magistrature suprême. Parce que, ayant vécu dans le système, je suis devenu convaincu que la seule manière de faire les changements qui sont nécessaires pour que la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez bien dit, redevienne la Côte d'Ivoire, c'était d'être président de la République. Donc c'est le résultat d'un cheminement, ce n'est pas une ambition folle. Pas lever un matin en disant je vais être président, je vais être président, je vais être président, sautant comme un cabri. Non, c'est que vraiment je suis arrivé froidement par l'analyse à cette conclusion. Et comme je veux le bonheur de mon peuple, vous savez, j'ai montré tout à l'heure à quelqu'un, mon fils aîné, il a fini, c'est bon, on était à l'étranger, il a fini son collège en 2017. Et j'étais ému parce que je montrais à quelqu'un que dans le défilé des diplômés de Rome, il a mis son drapeau ivoirien.
et je pourrais faire circuler la photo. Je ne veux pas utiliser de photo de lui parce qu'il nous a quittés. Mais il avait son drapeau orange, blanc, vert en 2017. Donc, quand je reçois parfois des leçons de patriotisme à gauche et à droite, c'est parfois vraiment douloureux. Alors, en 93, à l'époque où on dit que moi, j'étais plus ivoirien déjà, le président ivoirien, je suis venu à Abidjan, il m'a reçu. Il a été moins son vivant. Il y avait le ministre Niamey Ngoran, le premier ministre Kablan Duncan, le ministre Awan Guetta et moi. Je me disais, qu'est-ce qu'il me veut? On a déjeuné, on se connaissait pas bien. Il me dit, voilà, bon, c'est un Européen qui dirige la direction et contrôle des grands travaux, je veux ivoiriser le poste. À la fin du repas, il me dit, bon, je vais te nommer, je veux une réponse là, immédiate, maintenant, tout et sans condition. Ah, je me dis, je ne peux pas aller demander à ma femme qui restait à Paris quoi. Et j'ai dit, bon, monsieur le président, écoutez, je suis un Ivoirien, vous êtes président de la République, vous me demandez de venir. Et c'était après la dévaluation, je veux dire, le pays était par terre. Une catastrophe. J'ai tout lâché, je devais aller chez Goldman Sachs, j'ai tout lâché, je suis revenu. 94, jusqu'à ce qu'un coup d'État me chasse en 99. Quand il y a le coup d'État, on parle beaucoup de mon passeport français. J'étais à Paris, j'ai un passeport français. La France ne pratique pas l'extradition de ses citoyens. Selon que j'étais pas là. Donc les nouvelles autorités n'avaient aucun moyen de me trouver. Je suis monté dans l'avion, je suis revenu me présenter aux nouvelles autorités, me constituer prisonnier. Et le général Mathias Doué, père à son âme, il m'a reçu, il m'a dit, monsieur, vous êtes un vrai patriote. En décembre 99. Alors, entendre aujourd'hui que pendant toutes ces années-là, je n'étais pas ivoirien, franchement. Bon, on y viendra, mais on en parlera, parce que vraiment, on supporte beaucoup dans la vie politique, mais c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre. Parce que ceux qui disent ça n'ont pas fait 1% des sacrifices que moi j'ai pu faire pour ce pays. Ne serait-ce que récemment renoncer à ma nationalité. Le peuple ivoirien l'aime. J'ai grandi aux côtés d'un homme qui a consacré sa vie à ça. Le président Ofoé, pour ceux qui l'ont connu, quand la Côte d'Ivoire avait... On le voyait à Yamoussoukro, il était physiquement malade. Je vous assure. Quand il avait un souci, je suis parti parce que j'étais dégoûté. Je suis parti parce que je ne voulais pas participer à certaines choses. Demandez à mon chef de cabinet, il s'appelle Mylène Oulé, c'était ma secrétaire quand j'étais au BNET. Quand je suis revenu, elle m'a dit, monsieur Thiam, moi j'ai toujours su que vous alliez revenir. Demandez-lui. Elle est là, elle est au PDC, elle peut vous dire. Donc ceux qui me connaissaient, ceux qui connaissent mes principes, savaient que j'attendais simplement un moment où je pourrais me remettre à travailler pour mon pays dans de bonnes conditions. Donc n'ayez pas peur, je ne vais pas me décourager ou me laisser comment dire ça? Oui, me laisser décourager. Parce qu'en fait, ceux qui crient le plus sont vraiment... J'ai posé la question, je lui ai dit maintenant, explique-moi, quel tort est-ce que quelqu'un comme moi peut faire à la Côte d'Ivoire? Juste expliquez-moi. Je n'ai jamais... J'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais rien fait d'illégal. Toute ma vie, j'ai fait que de travailler. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, pendant quelques années, j'ai réalisé des projets dont on parle encore. Mais on croirait que je suis une espèce de Ben Laden, le terroriste, le niveau d'injure, de violence, de haine. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la haine. Je dis, mais ayez un peu d'amour, mais quel est votre problème, enfin? Même si on est envieux et jaloux, enfin quand même. La manière dont je suis traité, donc moi ça me décourage pas, ça ne m'affecte pas. Je ne vais jamais les rejoindre dans la gadoue. S'ils aiment se rouler dans la boue, mais qu'ils continuent, moi j'aime pas ça. Donc, ne vous en faites pas, je suis déterminé, je vais continuer à me battre correctement, proprement, et voilà. Ma question est celle de l'article 48. Parce que pour nous qui sommes régulièrement sur TikTok, pour apporter la contradiction, on a fait énormément de recherches. Et bien évidemment, votre père, il est français de naissance. L'article 17 du Code de la nationalité française, qui date de depuis Napoléon, dit « est français celui qui naît d'un parent français ». Donc, pour moi, étant donné que c'est le nœud du problème judiciaire, j'aimerais bien que vous nous donniez beaucoup plus d'éléments sur cette question afin que notre sentiment d'injustice que nous avons soit encore plus galvanisé pour pouvoir participer à la mobilisation de mon vieux Diaoufoué. Merci beaucoup. Merci pour le fauteuil à Paris. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Et merci pour la question, ça va me permet vraiment d'en parler parce que c'est fatigant. Donc, il y a une loi, la loi Blaise Diagne, qui est de 1916, qui dit que tous les Africains nés dans une des 4 communes du Sénégal sont français de naissance et de plein exercice. Mon père est né le 5 août 1923 à Dakar, qui est une des 4 communes du Sénégal, donc il est né français. Après, il a fait toute une vie en tant que français, et effectivement, quand je suis né en juillet 62, il était français. Il a été naturalisé, le décret maintenant a été publié, tout est public, hein, en novembre 62. Le 6 novembre, pour être exact. Voilà, 6 novembre, voilà, vous le connaissez bien. Donc, ok. Donc ça, il a été naturalisé ivoirien parce que le président Foy voulait le nommer ministre en février 63, ce qu'il a fait. Et donc, il l'a naturalisé pour pouvoir le nommer ministre ivoirien. Alors après ça, on avance. Vraiment, je vais vous dire aujourd'hui une chose que ma famille... Je reçois des leçons du fouettisme régulièrement de gens qui n'ont jamais rencontré Houphouët-Boigny. Moi, je l'ai vu toute ma vie, et enfin bref. Houphouët, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune, je sais la souffrance que ça représente, je vais maintenant m'occuper de toi directement, je t'avais confié à ta mère, tu es très important pour la famille, je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me fréquentaient à l'époque savaient que bon, ben, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui. J'allais à dîner 2 fois souvent, à 22h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20h, ils voulaient que je vienne. Ouais. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près, je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, d'où elle vient, quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines, je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR, il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, il était à Square. Mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré, il était patron de la CCG à Duès. Donc vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines, soit après Polytechnique. Hein. Donc il me guidait, et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent savent pas que c'est Houphouët qui m'a dit de rester à l'étranger. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là, tout ça, et vraiment, je n'étais pas connu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille, les gens frères n'ont plus rentré? Moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, il faut que tu travailles avec des gens d'un certain niveau, et c'est en France ou en Occident tu vas les trouver, donc va. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey, et jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne pouvait pas donner un nom français. Donc c'était compliqué. J'avais jamais fait de papier français. Mon père, effectivement, quand on est français, de naissance, c'est inaliénable. C'est un État. C'est un droit, vous êtes français. Okay? Maintenant, je n'avais jamais fait de papier français, etc. Donc les gens ont commencé à chercher une solution et les Français le naturaliser. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Hein, il y a ce qu'on appelle la naturalisation en surabondance. Il y a même un arrêt qui dit les ressortissants des territoires d'outre-mer qui avaient le statut particulier des 4 communes du Sénégal conservaient un lien juridique avec la nationalité française malgré l'absence de déclaration formelle lors des indépendances. Cette jurisprudence s'applique directement à mon cas. C'est une pratique administrative qui permet aux personnes dont la situation est juridiquement imprécise en raison des évolutions législatives postcoloniales de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc, vraiment, mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Dia. Donc, mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Donc, comme on a de la chance, on est désespéré, on nous demande tout le temps de démontrer qu'il était français. On habitait, il y a toutes nos photos d'enfance, on habitait dans une très belle villa à l'Indénié, au plateau, qui est la propriété de la France. La France n'a pas l'habitude de loger des étrangers dans ses résidences officielles. Jusqu'à ce qu'on parte au Maroc en 66, on habitait là-bas. Moi, je me souviens très bien de cette maison.
C'est une maison de fonction française. Okay? Donc, le fait qu'à l'époque, il y avait des relations entre la France et la Côte d'Ivoire qui faisaient que c'était pas grave, les Français, il n'y a pas de visa, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est extraordinaire parce que j'ai mon dossier. Ils m'ont naturalisé et c'est après qu'ils m'ont dit de remplir un dossier de naturalisation. Pour dire à quel point c'était une opération anormale. Ils m'ont naturalisé en février, le décret est sorti et c'est en avril, le 3 avril 87 que j'ai signé les papiers. Et c'est extraordinaire parce que j'ai le dossier, j'ai une partie du dossier et en fait en face de Père Tia Mamadou, né 523 à Dakar, j'ai mis nationalité ivoirienne, virgule française. C'est dans mon dossier, dans mon prétendu dossier de naturalisation. Voilà. Française. Et l'opération qui a été faite pour moi, c'est quelque chose qui... Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, ça s'est fait dans plein de cas. Voilà. Alors, c'est vraiment une... Bon, je ne sais pas si c'est un compliment ou... En tout cas, c'est une temps vraiment que les gens se soient accrochés à cette chose-là, tellement, comme une espèce de bouée, de dernier recours, comme s'il fallait à tout prix empêcher le mauvais, méchant, malfaisant Tidjane Thiam d'arriver un jour à la présidence de la République. Parce qu'il n'a fait que du mal pendant toute sa vie. C'est un méchant, un violent, un mauvais. Donc, non, c'est ça. Donc, on prend une loi qui a 61 ans, qui n'a jamais été appliquée. On dit, si, il y a un gars qui s'appelle Tioté, on l'a appliqué en 2011. Mais c'est un cas complètement différent. Et la chose la plus comique, c'est que moi, on m'a envoyé la carte d'électeur de Tioté. Tioté, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Tu peux aller vérifier. Siluao, Tioté. Le gars dont on dit que c'est l'exemple même de l'application de la liste, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Et moi, on m'a enlevé de la liste. Donc, il y a plein de... Mes avocats, vous avez dû suivre la conférence de presse. Hein. Mes avocats ont soulevé un certain nombre de problèmes. On dit effectivement c'est sans appel, mais on pense qu'il y a de vrais problèmes avec la décision qui a été prise, la manière dont elle a été prise. Quand je dis on a de la chance, le maire à la mairie du Plateau, mon registre de naissance. Et vous savez que beaucoup de registres ont brûlé. Et par miracle, le mien n'a pas brûlé. Donc ils ont trouvé le lundi de Pâques mon registre avec mon numéro 394 et je suis enregistré au registre des Européens. Donc ça aussi c'est une chose qu'ils ont du mal à expliquer. Comment un gros noir comme moi, s'il n'est pas français, peut être enregistré au registre des Européens. Donc, je remercie le vieux Amadou Thiam, il était méticuleux et il y avait le registre, bon, qui après est devenu registre central des Ivoiriens et j'étais enregistré. Donc on dit que ce n'est pas suffisamment de preuves que mon père est français. Donc bon, écoutez, on continue, on va fournir tous les éléments. Le point de fond, c'est que cet article, contrairement à ceux qui s'agitent beaucoup, n'est pas applicable. Maintenant, tout cela dit, moi je pense que c'est une mauvaise loi. Je pense qu'elle n'a pas été appliquée pendant 64 ans, parce que c'est une mauvaise loi. Je pense qu'il faudra la changer. On a copié une loi française, qui elle-même a été abrogée en 73. La France a changé ça depuis 52 ans. Okay? Pour dire que maintenant, en France, vous pouvez perdre la nationalité française que si vous en faites la demande express. Donc le concept de perte automatique de nationalité est discrédité, et il devrait l'être parce que la nationalité, c'est un attribut fondamental de la personne humaine, et aucune loi, aucune constitution ne devrait pouvoir vous en déchoir automatiquement. Ça, c'est un droit fondamental. C'est tellement important, il faudrait que pendant 38 ans, on dit, si un État considère pendant 38 ans que je n'étais pas ivoirien, on n'a jamais notifié. Moi, en tout cas, je ne savais pas. Quand je me suis présenté comme candidat pour être président du PDCI, quand je suis allé m'inscrire sur la liste, tout le monde était fier. Hein. On m'a mis sur la première page de tous les journaux. Les agents électoraux ont fait des selfies avec moi. Eux non plus, ils ne savaient pas que je n'étais pas ivoirien. Moi, je ne savais pas. Beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, un jour, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette loi. C'est quelqu'un qui me l'a mis sous le nez un jour. On dit, ah, mais ils veulent utiliser ça pour t'empêcher d'être candidat. Et j'ai regardé, c'est là que j'ai découvert que cette loi existait, qui, je le répète, n'a jamais été appliquée. Mais dans tous les cas, elle ne s'applique pas à moi. Mais je dis quand même qu'il faudra, le moment venu, revoir tout ça.